Il passait la serpillière et restait discret. Personne ne connaissait son nom. Mais lorsqu'un Navy le remarqua le tatouage sur son avant-bras et murmura « Monsieur », tout se figea, car l'homme qu'ils avaient longtemps ignoré n'était plus censé exister. La plupart des gens de l'annexe de recherche navale de Langston ne connaissaient même pas le nom du concierge. Bon sang, je ne suis pas sûr que quiconque ait pris la peine de le lui demander. Il arrivait avant l'aube et repartait bien après l'extinction des dernières lumières du bureau, poussant son chariot grinçant à la roue cassée, vêtu de la même combinaison délavée de la marine qui semblait avoir survécu à des décennies meilleures. Vous savez ce qui se passe avec les gens qui ont des emplois invisibles, l'équipe de nettoyage, les agents d'entretien, les agents de sécurité de nuit. Ils se fondent dans le décor comme des meubles. On les croise 1000 fois sans jamais vraiment les voir. Les jeunes employés l'appelaient le vieux qui ne sourit jamais. Les agents de sécurité levaient à peine les yeux lorsqu'ils se présentaient à 4 heures précises du matin, tous les jours, pendant 2 ans d'affilée, même routine, même itinéraire, même silence méthodique. Il s'appelait Samuel Quint, mais personne ne le savait non plus. Personne ne se souciait de lire son badge délavé. Personne ne remarqua comment il serrait le manche de sa serpillière dans sa main droite pour cacher la cicatrice tordue autour de ses phalanges gauches au souvenir d'une nuit à Kandahar où il s'était échappé d'une embuscade avec pour seules armes ses mains nues et une radio cassée. Il n'avait jamais remarqué qu'il vérifiait chaque issue de secours avant de nettoyer une nouvelle section ou une mémoire musculaire acquise au cours de 30 ans d'opération, où connaître ces issues de secours faisait toute la différence entre rentrer chez soi et rentrer dans une boîte. Il n'avait jamais remis en question sa pause chaque soir devant la salle des serveurs, la tête penchée en écoutant le ronronnement des ventilateurs. Il pensait qu'il prenait juste une pause. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Cain pouvait identifier différentes configurations de serveurs rien qu'au son. Il pouvait identifier les systèmes surchauffés, ceux accessibles à distance et ceux qui ne devraient pas être en ligne. Les vieilles habitudes ont la vie dure quand elles vous ont permis de survivre. Ils auraient dû voir quelque chose. Mais quand on est invisible assez longtemps, on cesse complètement de nous voir. Et Samuel Quint avait perfectionné cet art depuis le jour où son pays lui avait ordonné de disparaître. Le jour où tout a basculé a commencé comme n'importe quel mardi, une visite de l'aile sécurisée pour un groupe de SEALS fraîchement débarqués, de jeunes agents affûtés comme des lames de rasoir, bourdonnant d'adrénaline et d'épuisement. Cain serpillait le couloir principal lorsqu'ils sont passés. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas ralenti. Il a juste travaillé, intégré à l'architecture. Puis un jeune s'immobilisa net, les yeux rivés sur l'avant-bras de Cain, dont la manche remontait juste assez pour révéler le tatouage MWD kilo K9 Unit Tora Bora 03 en caractère noir serré, effacé mais encore lisible. Pour la plupart, c'était un autre tatouage militaire. Mais ce gamin, Marcus Chen, avait grandi dans cet univers. Il connaissait ces lettres, cette date, cette histoire murmurée dans les anecdotes de bar, mais jamais officiellement reconnue. À peine un murmure, sa voix se brisa, « Monsieur ». Cain leva les yeux, vraiment les siens, pour la première fois depuis Dieu sait combien de temps. Leurs regards se croisèrent sur 2,50 m de linoléum poli, et à cet instant, quelque chose changea. La reconnaissance, non la peur. Le lien silencieux de guerriers qui se revoient. Le reste des SEALS continua son chemin, leur voix résonnant de bagarres de bar à Djibouti ou de parties de poker au Qatar, mais Marcus resta figé, le regard fixé jusqu'à ce que le groupe disparaisse au coin de la rue. Cain retourna à sa serpillière comme si de rien n'était, mais le monde avait changé à jamais grâce à 2 simples mots prononcés dans le silence d'un couloir vide. Il se vidait de son sang dans un labyrinthe de grottes près de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, une moitié de montagne écrasée sur lui, les tirs ennemis transformant l'air en éclats de métal volant. Le rapport d'après-action était recouvert d'encre classifiée jusqu'à ressembler à une peinture abstraite. La mission avait été menée si loin des livres comptables que même le budget secret ne lui attribuait aucune ligne budgétaire. Officiellement, Samuel K. et son unité n'avaient jamais existé, son nom n'était donc gravé sur aucun mur commémoratif. Et pourtant, il se tenait là, les tempes grisonnantes, vêtu d'un uniforme de concierge avec un badge si délavé qu'il en était illisible. Il demanda, presque poliment, si quelqu'un avait besoin de vider les poubelles avant de pointer. Ce soir-là, l'agent de liaison du Pentagone apparut, le colonel Davison, 30 ans d'expérience dans le renseignement militaire, le genre d'homme dont les yeux avaient parcouru suffisamment de dossiers secrets pour savoir que la vérité est toujours plus étrange et bien plus confuse que la fiction. Il sortit de sa mallette un dossier intitulé « Echo H23 », l'un des 3 seuls exemplaires existants. À l'intérieur,
une photographie engloutie par les ombres et les censures, un résumé de mission rendu illisible par l'encre noire, et un tampon rouge en diagonale déclarant « Décès présumé KA 04155204 ». Pourtant, Samuel Kane était bien vivant, debout devant lui, et assez courtois pour lui offrir un café depuis la salle de pause. « Master Chief », dit Davison d'un ton inflexible. « Il faut qu'on parle. » Kane hocha la tête. La salle de conférence, la salle B était vide, nettoyée impeccablement par Kane lui-même depuis 2 ans. De l'autre côté de la table, Davison déployait le dossier comme des cartes à jouer. « Pourquoi n'es-tu pas revenu » demanda finalement Davison. « Après Tora Bora, après que tout ait dérapé, pourquoi ne pas être revenu ?» Le regard de Kane se porta sur la photo, 8 hommes en tenue de camouflage, le visage dissimulé sous l'équipement, mais le regard brillant de conviction des hommes convaincus de faire la différence. « Ils m'ont dit de ne pas le faire », dit-il simplement. Il se souvenait de l'instant qui avait suivi l'effondrement de la montagne, lorsque le monde était devenu silencieux, à l'exception de sa respiration saccadée et du vrombissement lointain des hélicoptères qui arrivaient. Il avait extirpé 2 camarades ensanglantés des décombres, les avait portés en sécurité sur une jambe irréparable. Puis, enfoui au fond de cette grotte, il avait trouvé des preuves ordinateurs portables, disques durs, documents multilingues, relevés financiers, journaux de communication révélant que des entrepreneurs américains vendaient des renseignements aux plus offrants, échangeant la vie de soldats contre des dépôts en Suisse. Lorsqu'un le signala à ses supérieurs, le silence se fit. Ses supérieurs disparurent dès qu'il entra dans une pièce. Son habilitation de sécurité fut inexplicablement réexaminée. Son congé maladie s'étira indéfiniment pendant que des services fantômes remaniaient son dossier. Et un matin gris, à Walter Reed, alors qu'il réapprenait à marcher sur une jambe en titane, un hélicoptère noir atterrit sur l'héliport. 2 hommes en costume firent irruption dans sa chambre, sans y être invités, et lui offrirent un choix, disparaître à jamais et vivre tranquillement, ou continuer à parler et être qualifié de traître qui aurait coûté la vie à des hommes de bien. Ils avaient aligné des témoins, fabriqué des témoignages pour prouver qu'il avait désobéi aux ordres ou souffert de paranoïa due au syndrome de stress post-traumatique. Tout cela était prêt à le ruiner. Kane a choisi le silence. Il s'est évanoui dans le monde des entrepreneurs comme un fantôme, a changé son nom de Samuel Kane en Sam Carson et a enterré ses médailles si profondément dans un garde-meuble du Colorado qu'il en oubliait parfois l'état où elles se trouvaient. Mais il n'a jamais cessé d'observer. Il n'a jamais cessé d'écouter les conversations radio sur des fréquences qui n'existaient pas officiellement. Il est resté exactement ce que 30 années d'entraînement avaient fait de lui, un chasseur, un pisteur, une ombre capable de se fondre dans n'importe quel environnement. Le travail de conciergerie à Langston était parfait, des contrôles de sécurité suffisamment approfondis pour être convaincants, mais pas assez pour déterrer des tombes destinées à rester scellées. Cela lui donnait accès, peut-être pas à des dossiers confidentiels, mais à des personnes confidentielles qui pourraient un jour avoir besoin de l'aide que seul un fantôme pouvait apporter. Son seul acte de rébellion était un tatouage caché sous sa manche ou un simple dessin de 2 poignards croisés sous un corbeau en vol. Une déclaration discrète, nous étions là. Nous avons existé. Certains d'entre nous existent encore. Lorsque Marcus Shen, le SEAL qu'il avait repéré, entendit des histoires sur ces agents de la vieille école ou des légendes capables de décrypter les mouvements ennemis grâce au mouvement du vent et des oiseaux, de se faufiler à travers les lignes ennemies comme un nuage de fumée, de contenir des cellules entières d'insurgés avec un barrette calibre .50, cela lui parut mythique. Mais la légende était bien réelle, et ce fantôme vidait les poubelles du bâtiment c'est depuis 2 ans. Que se passe-t-il maintenant ? Demanda Davison en fermant le dossier. Kane resta silencieux un long moment, contemplant les mains qui autrefois enfilaient des aiguilles à 1000 mètres, administraient des secours aux ennemis blessés sur le champ de bataille, transportaient des amis mourants à travers des paysages de cauchemars. Puis il dit, « Je retourne au travail. Les sols ne se nettoient pas tout seuls. » Davison se pencha en avant. « Le pays vous doit quelque chose. Si nous avons encore besoin de vous. » Kane leva les yeux, ses yeux gris durs comme du silex, et Davison se souvint exactement pourquoi des hommes comme Samuel Kane étaient à la fois craints et vénérés. « Tu sais où me trouver. » En quelques jours, la nouvelle se répandit dans la communauté militaire, car les rumeurs de véritables fantômes se propageaient plus vite que les notes confidentielles. Et Marcus Shen réapparut, cette fois avec un café et une histoire qu'il avait besoin de raconter. Il trouva Kane dans le placard à provisions à 6h30, en train de réapprovisionner des serviettes en papier avec la même méthode méticuleuse autrefois réservée aux vérifications d'armes. De près, Marcus remarqua le léger accroc à l'épaule gauche de Kane,
la cicatrice chirurgicale au-dessus de son œil gauche, les callosités sur ses mains. Tu n'es pas obligé de m'appeler comme ça, mon fils, dit doucement Cain. Le capitaine Rodriguez m'a raconté des histoires sur votre unité, sur ce que vous faisiez. L'expression de Cain ne changea pas, mais quelque chose brilla dans ses yeux. Rodriguez enseigne toujours, ajouta Marcus d'une voix rauque. Il a pris sa retraite l'année dernière. Cain esquissa un demi-sourire. Il a enseigné à la moitié d'entre nous. Et la légende a perduré. Il a dit que tu lui avais sauvé la vie 2 fois, Cain haussa les épaules, le geste d'un homme qui avait appris depuis longtemps à ne pas s'attribuer le mérite d'avoir fait ce qui devait être fait. On s'est tous sauvés les uns les autres. C'est comme ça que ça marche. Marcus était venu avec une douzaine de questions, mais face à une légende qui ressemblait à n'importe quel vétéran vieillissant, une seule question comptait. Pourriez-vous me parler d'eux? De votre équipe? Cain resta silencieux si longtemps que Marcus craignit d'avoir demandé quelque chose d'incommunicable. Puis Cain fouilla dans sa poche arrière et déplia un portefeuille plus vieux que Marcus lui-même. Il en sortit soigneusement une photographie, dont les plis étaient blanchis par des années de pliage et de dépliage. 8 hommes en tenue de camouflage désertique, bras dessus, bras dessous, souriant comme s'ils étaient maîtres du monde. Ils paraissaient incroyablement jeunes, c'est toujours le cas des soldats avant que le poids de ce qu'ils ont vu ne leur pèse sur le visage. C'est Tommy Rodriguez, dit Cain en désignant un type trapu, moustachu et aux yeux déjà plus vieux que son âge. Le meilleur expert en démolition que j'ai jamais connu. Il pouvait enfiler une aiguille avec du C4, désactiver un engin explosif improvisé avec un canif et une main sûre. Un gamin d'El Paso qui envoyait la moitié de sa paie à sa mère chaque mois. Il bougea le doigt. C'est Jake Morrison, informaticien de l'Ohio. Il pouvait tout pirater avec un simple clavier et 15 minutes. On aurait dit qu'il était dans une bibliothèque, mais je l'ai vu éliminer 3 chasseurs ennemis lors d'un échange de tirs qui a duré 6 secondes. Chaque visage a une histoire. Chaque nom est resté gravé dans la mémoire. Danny Walsh, le médecin de Boston, a sauvé plus de vies qu'il n'en a jamais prises, et considérait cela comme une fierté professionnelle. Kevin Park, le sniper de Seattle, pouvait tirer une balle dans une pièce de 2500 à 800 mètres sans jamais s'en vanter. Michael Stevens, le radio, pouvait établir des communications n'importe où, avec un matériel inutilisable et une détermination sans faille. David Shen, aucun lien de parenté avec toi, Marcus, juste une de ces coïncidences qui font paraître le monde petit. C'était l'homme de confiance, avec des réflexes de chat et un instinct qui nous a maintenus en vie, jusqu'au jour où on ne l'a plus maintenu en vie. Et James Lou, notre chef d'équipe, nous a recrutés, nous a tous formés et est mort avec nous dans une montagne qui n'était pas censée exister, lors d'une opération qui n'a jamais eu lieu officiellement. C'étaient des hommes bien, dit Cain en pliant la photo avec révérence et en la glissant dans son portefeuille. Ils méritaient mieux que ce qu'ils ont eu. Marcus écoutait attentivement chaque mot concernant des missions jamais reconnues, perturber les lignes de ravitaillement ennemies, secourir des alliés capturés, éliminer des menaces qui auraient pu coûter la vie à des Américains. Il entendait des récits de nuits passées immobiles en territoire hostile, de missions exécutées à la perfection, d'autres qui avaient mal tourné et avaient été sauvées par l'improvisation et un refus obstiné d'abandonner. Il entendait parler du poids des secrets et du poids plus lourd encore de la mémoire d'hommes morts en croyant que leur pays se souviendrait de leurs sacrifices. Que s'est-il passé? Demanda finalement Marcus. Dans la montagne, dit Cain après un long silence, nous avons trouvé quelque chose que nous n'étions pas censés trouver. Certains ont décidé qu'il était plus facile de nous enterrer que de gérer ce que nous avons découvert. Tu as survécu. La voix de Marcus n'était qu'un murmure. J'ai survécu. Eux non. Et chaque jour depuis 20 ans, je me demande si cela fait de moi une personne chanceuse ou maudite. Marcus sentit le poids de la culpabilité du survivant l'envahir, lourd et inévitable. Et maintenant? Cain jeta un nouveau coup d'œil à la photo dans son portefeuille, puis la rangea. Maintenant, je retourne au travail. Il faut bien que quelqu'un garde cet endroit propre. Mais quelque chose avait changé dans ces moments de souvenir. Peut-être était-ce le fait d'avoir quelqu'un qui comprenait la signification de son tatouage. Peut-être était-ce le souvenir d'avoir autrefois fait partie de quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qui se mesurait non pas à des médailles, mais à la loyauté. Ou peut-être était-ce la certitude que ces histoires ne s'éteindraient pas avec lui, que quelque part, un jeune s'il se souviendrait des noms et des visages d'hommes qui ont servi en silence et sont morts dans l'ombre. 2 mois plus tard, lorsqu'une crise éclata à l'autre bout du monde,
exigeant exactement les compétences que Samuel Quint avait passé 30 ans à perfectionner et 20 ans à essayer d'oublier, l'appel arriva dans le placard du concierge, pas à Ghost 6, pas à Master Chief, mais à l'homme invisible depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que cela faisait d'être vu. L'installation était verrouillée, non pas à cause d'une menace externe, mais interne. Quelqu'un avait utilisé des réseaux sécurisés pour des opérations non autorisées, vendre des informations classifiées à des acteurs hostiles, exploiter les ressources du renseignement américain à des fins personnelles. L'enquête avait piétiné, car le responsable connaissait trop bien les systèmes et avait dissimulé ses traces grâce à une expertise que seules des années passées au cœur de la machine pouvaient lui apporter. « Nous avons besoin de vous », dit le colonel Davison en se matérialisant à la porte du placard de fourniture. Cain leva les yeux de la feuille d'inventaire qu'il remplissait tous les mardis depuis 2 ans. « Non, dit-il simplement. Il te faut le Ghost 6. Et Ghost 6 est mort. Et si je vous disais que la personne que nous recherchons était impliquée dans ce qui est arrivé à votre équipe ?» La main de Cain se figea sur son stylo. Il leva les yeux vers Davison, ses yeux gris ayant trop vu pour croire aux réponses faciles. « Je dirais que tu as 20 ans de retard. Et si je vous disais qu'il n'a pas fini ? Qu'il utilise sa position pour faire tuer des gens ?» Cain posa son stylo avec précaution. « Alors je dirais, marqua-t-il d'une voix basse, que tu ferais mieux de tout me raconter. » Pour la première fois depuis 20 ans, Samuel Quint a arrêté de nettoyer les sols et s'est mis à chasser. L'opération a duré 3 semaines, 3 semaines à se déplacer dans l'établissement comme le fantôme qu'il avait été formé à être, à observer les schémas, à cataloguer les comportements, à identifier les faiblesses des protocoles de sécurité qui n'avaient pas été mis à jour depuis qu'il avait commencé à pousser sa serpillière. La cible était le directeur adjoint Marcus Kellerman, un homme qui avait bâti sa carrière sur les tombes de meilleurs soldats et financé sa retraite avec le prix du sang. Kellerman était devenu négligent, le succès avait engendré l'excès de confiance, et l'excès de confiance engendre les erreurs. Un jeudi soir, Quint a exploité ces erreurs. Des agents du FBI, des services de renseignement militaire, de la CIA et des services anonymes attendaient dans le parking. Des preuves ont été rassemblées, des comptes traçables, des communications interceptées illégales, recevables, accablantes. Quand Kellerman aperçut Cain debout dans l'ombre, la reconnaissance se lut sur son visage comme un éclair. « Tu es censé être mort, dit-il. »« Comme beaucoup d'hommes de bien, répondit Cain. Mais un seul d'entre nous le méritait. » Kellerman est parti discrètement. Les hommes comme lui le font toujours lorsque le match se termine et que le seul choix qui reste est de savoir comment ils veulent qu'on se souvienne d'eux. En 1 semaine, l'établissement reprit son cours normal. Nouveau protocole de sécurité, vérification d'antécédents renforcés, enquête élargie. Quint reprit son travail de serpillière, mais la rumeur se répandit sur certains réseaux concernant le concierge qui avait démantelé une conspiration vieille de 20 ans, le fantôme revenu terminer une mission commencée dans une grotte de montagne à l'autre bout du monde. Marcus Chen, désormais instructeur, prenait soin de passer dès qu'il le pouvait pas pour des raisons officielles, juste pour prendre des nouvelles d'un vieux soldat devenu une sorte de mentor, même si ni l'un ni l'autre n'employait ce mot. « Tu peux avoir tout ce que tu veux maintenant, » dit Marcus un soir, trouvant Quint en train de réapprovisionner méticuleusement ses provisions. Cain sourit pour la première fois de sa vie. « J'ai tout ce qu'il me faut, dit-il. Un travail qui compte, des histoires qui ont été racontées et la certitude que le système fonctionne comme prévu. Votre équipe serait fière, a déclaré Marcus. Cain le regarda, l'ancien poids toujours là, mais différent maintenant partagé, reconnu. Oui, dit-il doucement. Je pense qu'il le serait. 6 mois plus tard, Samuel Quint prenait sa retraite comme superviseur de la maintenance à l'annexe de recherche navale de Langston, non pas par contrainte, mais parce qu'il était prêt. Il fut remplacé par Sarah Mitchell, une jeune vétéran et ancienne analyste du renseignement de l'armée, qui avait perdu une jambe dans un engin explosif improvisé en Syrie. Quint la formait personnellement, non seulement à nettoyer les installations, mais aussi à les observer, à repérer les tendances et à déceler ce que les autres avaient manqué. « Pourquoi m'apprends-tu ça » demanda-t-elle. « Parce qu'invisible ne signifie pas impuissant, a-t-il dit. Parfois, c'est le contraire. » Le dernier jour, Marcus Chen est arrivé avec un cadeau, une petite plaque en métal sur laquelle était écrit. Les meilleurs soldats sont ceux dont on n'entend jamais parler. Les meilleures victoires sont celles qui ne font jamais la une des journaux. Le meilleur service n'attend aucune reconnaissance et n'en reçoit aucune. À la mémoire de MWD Kilo. Qui a servi en silence et est mort dans l'ombre. Dont le sacrifice résonne dans la liberté de ceux qui n'ont jamais connu leur nom.
Caïn tenait la plaque et caressait la gravure du pouce. Merci, dit-il doucement. Merci, Master Chief. Et pour la première fois en 20 ans, Samuel Cain n'a pas corrigé le classement, car parfois l'homme le plus silencieux de la pièce a déjà fait les choses les plus bruyantes, et lorsque le monde vous oublie, c'est exactement à ce moment-là qu'on a le plus besoin de vous.